Imaginons un instant l'endroit le plus dangereux de la planète. On parle d'une zone avec 450 volcans actifs, tout prêts à entrer en éruption. Ouais, c'est massif. Des failles sismiques qui sont capables de rayer de la carte des littoraux entiers en quelques minutes, quoi. Et des typhons si monstrueux qui modifient carrément la géographie locale. C'est exactement le tableau décrit par nos sources géophysiques. Bah oui, et maintenant, on prend le moteur absolu de l'économie mondiale, genre nos chaînes d'approvisionnement, nos usines les plus cruciales, et on place le tout exactement au milieu de cette zone de chaos. C'est ça l'océan Pacifique aujourd'hui. C'est clair que le contraste est saisissant, surtout quand on met en parallèle les deux grandes catégories de sources de notre analyse d'aujourd'hui. Tout à fait. D'ailleurs, je suis ravie d'ouvrir ce dossier avec toi. L'idée de notre plongée aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce paradoxe absolu. Je suis ravi aussi, parce que d'un côté, on a des données géophysiques qui dressent le portrait d'un monstre naturel indomptable en fait. Ouais. Et de l'autre, les documents économiques nous montrent comment cet espace est devenu la plus grande autoroute commerciale jamais conçue. C'est fou quand on y pense. Comment une région qui est définie par une vulnérabilité naturelle extrême peut-elle faire tourner le monde? L'objectif, c'est d'aider ceux qui nous écoutent à relier cette géographie brute, presque sauvage, aux objets super concrets de notre quotidien. Et il faut rappeler que l'échelle est vertigineuse. Les sources précisent que le bassin Pacifique couvre plus de 165 millions de kilomètres carrés. C'est immense. C'est un tiers de la surface de la Terre. Donc il faut se représenter que cet espace, c'est bien plus qu'une vaste étendue d'eau salée qui sépare des continents, quoi. Bah oui, c'est un peu le théâtre où se joue notre avenir. Exactement. Le Pacifique dicte ses propres lois physiques, et ces lois façonnent la géopolitique et le climat planétaire. En fait, pour comprendre le commerce, il faut d'abord comprendre le socle rocheux sur lequel il repose. Ok. Alors décortiquons un peu cette bête géophysique. Les sources mettent en avant un contraste topographique super fascinant entre deux types de territoires. C'est la base de tout, oui. Moi, je vois ça un peu comme si cet océan fonctionnait comme une immense cocotte-minute. D'une part, on a des montagnes qui crachent du feu. Les îles hautes d'origine volcanique. Ouais, voilà, créées par des points chauds volcaniques, genre le Kilauea à Hawaï. Et d'autre part, on a ces atolls paradisiaques qui semblent flotter sur l'eau, comme Bora Bora. Et la mécanique qui relie ces deux formations est vraiment une merveille géologique. Les documents détaillent le processus de subsidence. La subsidence. Ouais, c'est ce qui explique comment un volcan finit par devenir un atoll. En gros, initialement, une éruption perce la croûte océanique et forme une île haute. Ok, donc le volcan sort de l'eau. Voilà. Mais la croûte terrestre à cet endroit est extrêmement lourde et avec le temps, l'activité volcanique finit par s'arrêter. Logique. L'île commence alors très lentement à s'enfoncer sous son propre poids. Elle coule, en fait. Attends, donc un atoll corallien, c'est finalement la pierre tombale d'un volcan englouti. Genre, le volcan coule et le corail construit par-dessus pour survivre. L'image est frappante et c'est tout à fait ça. Pour compenser l'affaissement du volcan, les organismes coralliens qui se sont installés sur les pentes continuent de croître vers le haut. Pour chercher la lumière du soleil, j'imagine. Exactement. Et au bout de millions d'années, le sommet du volcan disparaît sous l'eau. Il ne reste plus que cet anneau de corail vivant autour d'un lagon central. C'est fou. Et ce relief dicte de manière absolue l'occupation humaine. Sur les îles hautes, le centre montagneux est souvent inexploitable. Du coup, ça force les populations à s'entasser sur des étroites plaines côtières. C'est ça. On concentre toute la population, les routes, les hôpitaux, exactement là où la menace vient, soit de la mer, soit de la montagne. Et en parlant de menaces, les sources mentionnent la redoutable ceinture de feu du Pacifique. 40 000 km de long, c'est pas rien. C'est la zone la plus active tectoniquement parlant. On parle de tragédies majeures comme le lahar d'Armero en Colombie en 1985. C'est quoi exactement un lahar? C'est pas juste de la lave, si? Non. Un lahar, c'est un phénomène particulièrement destructeur. C'est pas une coulée de lave lente qu'on peut fuir. C'est une gigantesque avalanche de boue. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est provoqué par la fonte brutale des glaces au sommet du volcan lors d'une éruption. L'eau se mélange aux cendres et aux roches. Un torrent de ciment liquide, en gros. Voilà. À Armero, cette coulée a littéralement noyé et balayé une ville entière en pleine nuit. Et le truc, c'est que la menace n'appartient pas au passé. Bah non, les volcans sont toujours là. Les rapports prospectifs dans nos sources mettent en garde contre l'éruption du mont Sakurajima au Japon, par exemple. Qui est prévu pour quand? Pour les prochaines années, vers 2025 ou un peu plus tard. Et ça menace directement de vastes zones urbaines super denses. Ok, donc la géologie menace depuis le bas.
Mais les données climatiques montrent que le danger frappe aussi par le haut. Ouais, le climat est l'autre grand front. Les documents utilisent un terme qu'on entend souvent, l'Anthropocène. Pour ceux qui nous écoutent, en gros, c'est l'idée qu'on est entré dans une époque géologique où l'activité humaine est la force dominante qui modifie la planète. Et dans le Pacifique, ça rend des territoires déjà vulnérables, encore plus fragiles, notamment avec le système ANSO, ce qu'on connaît sous les noms d'El Niño et la Niña. Ah oui, El Niño. Mais concrètement, comment ça marche? C'est juste de l'eau plus chaude? C'est un peu plus complexe. Le mécanisme d'El Niño illustre parfaitement comment une variation thermique régionale dérègle le monde entier. Ok, Habituellement, on a des vents, les alizés, qui poussent les eaux chaudes de surface vers l'Asie et l'Australie. donc l'eau chaude s'accumule à l'ouest. C'est ça. Mais lors d'un épisode El Niño, ces vents s'affaiblissent, voire ils s'inversent carrément. Ah ouais, donc toute cette eau chaude revient. Exactement. Cette immense masse d'eau réchauffée, et on parle parfois d'1 ou 2 degrés seulement, ça suffit à modifier toute la thermodynamique de l'océan. Elle repart vers l'est en direction de l'Amérique du Sud. C'est un peu comme si on inclinait soudainement une immense baignoire thermique en fait. L'eau chaude part de l'autre côté et les conséquences en chaîne sont dantesques. L'analogie de la baignoire est très visuelle, c'est tout à fait ça. Les rapports décrivent des sécheresses dévastatrices et des feux de brousse en Asie ou en Australie du coup. Vu qu'ils n'ont plus l'eau chaude et l'évaporation qui va avec. Ouais. Tandis que la côte ouest de l'Amérique subit l'inverse. Des déluges et des glissements de terrain. C'est vraiment l'effet papillon version océanique. Et j'imagine que ça va pas s'arranger. Non, les modèles climatiques de nos sources prévoient une intensification de ces phénomènes, ce qui amène la menace la plus existentielle de ce dossier. La survie des îles basses, c'est ça. Les atolls dont on parlait tout à l'heure. Exactement, des pays comme les Kiribati ou Tuvalu, on parle de nations dont la superficie dépasse rarement 1 km². 1 km², c'est minuscule. Et le point culminant se trouve parfois à moins de 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc avec l'élévation globale de l'océan, les typhons de plus en plus violents et ce qu'on appelle les king tides, les grandes marées exceptionnelles, c'est la fin pour eux. La submersion est une réalité physique en cours, ouais. Mais c'est là que ça devient super intéressant. On entend souvent dire dans l'actualité que ces atolls sont voués à disparaître sous les eaux de manière inévitable. C'est le discours dominant. Mais d'après les sources, si l'île est vivante grâce au corail et au sable, est-ce qu'elle ne devrait pas avoir une résilience naturelle? Je veux dire, elle ne peut pas se régénérer ou s'élever au rythme de l'océan. C'est une excellente question. La mécanique naturelle permet effectivement une certaine adaptation. Ah, donc c'est pas foutu d'avance. Le problème, c'est que les documents soulignent que c'est devenu systémique à cause de l'intervention humaine locale. Comment ça? L'explosion démographique sur ces minuscules bandes de terre a nécessité des constructions massives. Pour faire de la place, on a arraché les mangroves et on a détruit les récifs frangeants. Mais c'est pas ces trucs-là qui protègent l'île, justement. Bah si. Ces écosystèmes, c'était précisément l'armure naturelle de l'île. Les racines retenaient le sable et absorbaient la force des vagues. Ah, l'ironie est cruelle. En supprimant ces barrières pour se développer, ils ont détruit la machinerie naturelle qui leur permettait de s'adapter à l'érosion. Exactement. Le risque n'est plus qu'une projection pour le futur, il modifie déjà la géographie au quotidien. Donc, on a cette immensité naturelle imprévisible, qui s'érode, qui tremble et qui bouillonne, mais quand on observe ce qui flotte sur ce même océan, c'est l'inverse absolu. Oui, on passe dans un autre monde. On y trouve une obsession de l'ordre, de la logistique, de la standardisation, et le truc fou, c'est que malgré tous ces risques colossaux, le trafic maritime mondial a basculé de l'Atlantique vers le Pacifique. Pourquoi un tel transfert? La bascule géopolitique saute aux yeux quand on regarde l'évolution du classement des plus grands ports mondiaux. Dans les années 70, c'était New York ou Rotterdam, les rois, non? Voilà, ou Londres. Mais aujourd'hui, les ports européens et américains sont complètement marginalisés dans les statistiques globales face à l'Asie. Ah ouais, le sommet du classement est massivement asiatique. Shanghai, Singapour, Ningbo. Le centre de gravité de la production matérielle s'est déplacé, et ça a entraîné avec lui toute l'ingénierie navale. Les sources décrivent d'ailleurs les installations de Yangshan à Shanghai. C'est difficile à imaginer sans le voir en photo. C'est de la science-fiction, presque. On parle d'une île artificielle lointaine, connectée par un pont de plus de 30 km de long, avec des kilomètres de grues automatisées qui manipulent des milliers de boîtes métalliques identiques. Et pour que toutes ces marchandises circulent d'un bout à l'autre, il faut bien emprunter des corridors stratégiques. C'est là que la géographie de l'océan vient créer des goulots d'étranglement redoutables. Si on visualise ces routes maritimes un peu comme le système sanguin mondial, je dirais que le détroit de Malacca, entre la Malaisie et l'Indonésie, c'est littéralement l'artère carotide. C'est tout à fait le niveau d'importance, oui.
Les documents font état de 80 000 passages de navires commerciaux par an dans un bras de mer extrêmement resserré. Un accident ou un caillot ici, et c'est toute l'économie mondiale qui fait un AVC. Et la contrainte est d'autant plus forte que les navires n'ont cessé de grossir pour réaliser des économies d'échelle. Toujours plus grand. Voilà, les ingénieurs ont carrément créé des navires de classe Malacca Max. Malacca Max, genre le maximum que Malacca peut supporter. C'est ça. Leurs dimensions, on est de l'ordre de 333 mètres de long, sont poussées à l'extrême limite physique du détroit. Waouh. Et leur tirant d'eau, c'est-à-dire la partie immergée de la coque, est limitée à environ 20 mètres et demi. C'est super précis. Au-delà, le navire risque littéralement de racler les fonds marins. Donc la topographie sous-marine d'un détroit, un phénomène naturel, définit l'architecture des plus grandes usines flottantes du monde. Et on retrouve la même course au gigantisme de l'autre côté du Pacifique avec le canal de Panama. Ils ont dû investir massivement pour construire de nouvelles écluses, le format Neo-Panamax, juste pour s'assurer que cette liaison vitale soit pas rendue obsolète par la taille des nouveaux bateaux. Exactement. Et l'arrivée de ces monstres marins transforme les littoraux de manière assez radicale. Les sources parlent d'uniformisation de la logistique optionnelle. C'est un peu jargonneux. En des termes plus simples, ça signifie quoi? Que peu importe où on est sur la planète, un port n'est plus qu'un immense lecteur de code-barres standardisé. C'est une belle façon de le résumer, mais ça va même plus loin que le simple lecteur de code-barres. Le container a littéralement éradiqué la particularité architecturelle et culturelle des littoraux commerciaux. Ah ouais, un port ressemble à un port, quoi. Que le navire accoste à Busan en Corée du Sud ou au gigantesque complexe portuaire de Los Angeles et Long Beach en Californie, l'infrastructure répond à la même norme. Le balai des grues, l'espacement des quais. Tout est pensé selon une norme mathématique globale. Le littoral n'est plus un espace d'interface locale avec sa propre identité, il est devenu une plateforme algorithmique conçue uniquement pour la rapidité. C'est un peu flippant. Mais au fond, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ces millions de boîtes identiques qui traversent l'océan? C'est là que l'analyse économique devient vraiment clivante dans nos documents. Les sources montrent un commerce qui a deux visages très distincts. D'un côté, on a l'exportation de produits manufacturés de très haute technologie, et de l'autre, des matières premières qui sont arrachées à la roche. Commençons par la partie usine. Les documents évoquent un modèle au nom assez poétique, le développement en vol d'oie sauvage. Vol d'oie sauvage, laisse-moi deviner, c'est par rapport à la forme en V pendant la migration? C'est exactement cette image. Ce concept illustre un processus industriel en cascade extrêmement pragmatique qui a permis l'ascension fulgurante de l'Asie de l'Est. Et concrètement, comment ça s'applique à l'industrie? Le modèle fonctionne en séquence. Le pays en tête de la formation, historiquement le Japon dans les années 60, commence par importer un produit, il copie la technologie, puis il exporte. Ok. Et quand le niveau de vie de ses ouvriers augmente et que les salaires coûtent trop cher, qu'est-ce qu'il fait? Il monte en gamme technologique, il passe à des produits plus complexes et il délocalise ses industries de base vers les pays situés juste derrière lui dans le vol. L'industrie s'envole vers le voisin plus pauvre, quoi. Voilà, ce modèle a transité du Japon vers les fameux tigres asiatiques, comme la Corée du Sud et Taïwan, puis vers l'Asie du Sud-Est. Pour aboutir, j'imagine, à l'intégration de la Chine au début des années 2000, qui s'est carrément positionnée comme l'usine du monde. Exactement, c'est la consécration de ce modèle de vol d'oie sauvage. Mais bon, pour que cette fameuse usine du monde tourne, il faut bien l'alimenter. Et quand on se penche sur la deuxième phase du commerce, ce qu'on appelle la réprimarisation et l'extractivisme, là on déchante assez vite. Oui, l'impact sur le terrain est brutal. On nous parle d'intégration au commerce mondial, c'est super, mais si on regarde la carte, que ce soit les concessions minières au Pérou ou le cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'extraction massive du cuivre ou de l'or, ça ressemble pas vraiment à un développement harmonieux à l'occidental. Les sources sont très claires là-dessus, oui. À Bougainville, en Papouasie, l'exploitation minière a laissé un cratère géant, des rivières polluées, et ça a même déclenché des conflits armés très violents entre les populations locales et les autorités. Est-ce qu'on ne confond pas intégration économique et simple prédation des ressources? C'est une nuance fondamentale. Et les rapports mesurant l'indice de développement humain, le fameux IDH, appuient fortement cette perspective. Les chiffres le prouvent donc. Absolument. L'extractivisme relie effectivement ces territoires pauvres au marché global, ça c'est sûr. Le cuivre de Bougainville finira dans les composants électroniques assemblés en Asie. Mais la richesse, elle ne reste pas? La valeur générée par cette extraction quitte le territoire en même temps que la matière première. Le Pacifique est donc un espace d'une profonde fracture. Ouais, on a des superpuissances hyper développées comme l'Australie, le Japon ou les États-Unis qui côtoient des pays les moins avancés, les PMA,
comme les îles Salomon ou Tuvalu? Les pays exportateurs de matières brutes subissent les dommages environnementaux et sociaux, tandis que la valeur ajoutée est captée par les puissances industrielles et financières. Ce qui soulève du coup une interrogation cruciale pour une troisième catégorie d'acteurs. On a vu l'usine chinoise, on a vu les mines sud-américaines ou mélanésiennes, mais comment font les micro-États insulaires pour survivre dans ce jeu? C'est vrai que leur position est très délicate. Bah oui, non, ni la place pour construire des usines tentaculaires, ni de vastes gisements de métaux précieux sous leurs pieds. Ils font comment? Les stratégies de survie de ces micro-États illustrent une grande ingéniosité et parfois un certain cynisme du système global. L'économie classique voudrait qu'ils misent sur le tourisme international balnéaire. Le fameux mythe de l'île tropicale avec le cocotier, c'est très vendeur. C'est vendeur, mais la géographie du tourisme est super sélective. Des pôles comme Hawaï ou Phuket drainent l'immense majorité des flux de visiteurs et des capitaux. Et ça laisse des dizaines d'autres archipels dans un isolement profond. C'est pour ça que les sources détaillent l'émergence de trajectoires économiques alternatives qui sont résumées par des acronymes assez fascinants, le modèle MIRAB et le modèle PROFIT. MIRAB, M-I-R-A-B, c'est quoi exactement? Ça semble être une économie presque artificielle quand on lit les sources. La structure du modèle MIRAB montre comment un État s'adapte quand il n'y a pas de secteur productif privé. Les 4 piliers sont les migrants, les rémittances, c'est-à-dire les transferts de fonds, l'aide étrangère et la bureaucratie. Ok, donc concrètement, comment ça se passe pour un habitant? Prenons un jeune. Il part travailler en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ça c'est la partie migrant. Il envoie ensuite une partie de son salaire à sa famille restée sur l'île, ça ce sont les rémittances. D'accord. Et l'État dans tout ça? L'État taxe indirectement cet argent importé et il utilise ses revenus, souvent combinés à l'aide internationale, pour financer une large administration publique. Cette bureaucratie devient alors le principal employeur de l'île. C'est fou! C'est une économie qui repose uniquement sur l'exportation de sa propre population? C'est un équilibre fragile, oui. Mais le modèle Profit, il va encore plus loin dans une autre direction, non? Faute de ressources physiques, on dirait que ces micro-États ont décidé de commercialiser la seule chose immatérielle qu'ils possèdent encore, leur souveraineté. C'est une analyse très juste. L'expertise juridique et les lois permissives deviennent leur ressource d'exportation la plus lucrative. Le modèle Profit repose sur la gestion de la finance offshore et la complaisance fiscale. Des paradis fiscaux, en gros. Oui, le Vanuatu ou les îles Marshall, par exemple, ont développé des cadres législatifs d'une souplesse telle qu'ils figurent régulièrement sur les listes noires établies par l'Union européenne. Ah ouais, donc ils attirent des capitaux étrangers qui n'auraient de toute façon aucune raison de transiter par ces territoires super isolés. Exactement. Ils vendent de la paperasse et des régulations faibles. Il faut qu'on s'arrête une seconde sur ce point, parce que c'est vraiment l'un des détails les plus marquants de toute cette recherche. Les îles Marshall. On a vu tout à l'heure qu'elles font partie de ces atolls qui risquent d'être complètement engloutis par la montée des océans à cause du dérèglement climatique. La menace est imminente pour eux, oui. Et pourtant, en vendant leur souveraineté, elles abritent administrativement l'une des plus grandes flottes commerciales de la planète. C'est sérieux? Les chiffres des sources et de l'Organisation maritime internationale confirment cette réalité déconcertante. C'est le système des pavillons de complaisance. Genre le Panama, on connaît bien. Le Panama ou les îles Marshall. En proposant des taxes minimes, des réglementations du travail hyper laxistes et très peu de contraintes environnementales, ils attirent les armateurs du monde entier. C'est un truc de fou. Les flottes enregistrées sous le pavillon des îles Marshall représentent des centaines de millions de tonnes sur le papier alors qu'ils n'ont quasiment pas de port de commerce. C'est uniquement administratif. C'est l'ironie absolue. Pour survivre économiquement aujourd'hui, ils vendent le droit de naviguer à bas coût et sans règles environnementales aux immenses navires commerciaux qui génèrent très exactement les émissions responsables de la montée des eaux qui va les noyer demain. C'est une boucle de rétroaction fatale. C'est le paradoxe de la mondialisation poussée à son paroxysme, quoi. La marchandisation de la souveraineté crée ce genre d'aberration. Mais en toute impartialité, face au manque cruel d'alternatives de développement sur ces îles, vendre des immatriculations maritimes reste l'une des très rares méthodes pour eux de générer des devises fortes dans l'économie telle qu'elle est structurée aujourd'hui. C'est vrai, c'est une question de survie immédiate. Au final, quand on rassemble toutes les pièces de ce dossier, la grande conclusion qui se dégage des sources est vraiment fascinante. Le Pacifique est fondamentalement un espace de dualité. Voilà, une dualité extrême. On y a superposé le réseau logistique et économique le plus calculé,
le plus fluide et le plus rationalisé jamais créé par l'être humain, directement par-dessus une géographie qui reste par essence indomptable, imprévisible et ultra-violente. La rationalisation humaine tente de contraindre l'espace géographique par l'ingénierie navale, l'automatisation portuaire et la finance dématérialisée. Ouais, Mais les vulnérabilités fondamentales, qu'il s'agisse des bouleversements climatiques d'El Niño ou des failles sismiques de la ceinture de feu, continuent d'imposer leurs limites physiques incontournables. la nature aura toujours le dernier mot. Et ça laisse une réflexion assez vertigineuse pour clore notre analyse du jour. Ah oui. Laquelle? Tout notre mode de vie, nos smartphones, nos voitures, la stabilité de nos économies, tout ça dépend de l'extrême précision de ces immenses ports standardisés et de navires géants qui s'engouffrent dans des détroits qui font parfois que quelques kilomètres de large. La fluidité logistique avant tout. Sauf que, sachant que tout ce système repose sur le territoire tectonique et climatique le plus explosif du globe, que se passera-t-il le jour où la montée des eaux ou un méga-séisme frappera de plein fouet ces points d'étranglement parfaits sur lesquels repose tout notre mode de vie occidental? C'est la grande vulnérabilité de notre époque. Un seul choc au mauvais endroit et toute la chaîne s'effondre. C'est une question qu'il faudra garder en tête la prochaine fois qu'on clique sur « Acheter en ligne ». Sur ce, merci à tous d'avoir plongé dans ces sources avec nous aujourd'hui et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.